Le Danjo Garan fut l'un des premiers complexes bâtis par Kobodaishi à Koyasan. Vaste, silencieux, apaisant, il abonde de temples, d'une somptueuse pagode, à l'atmosphère unique. En l'an 816, Kobodaishi établit sa communauté et pose les premières pierres d'une enceinte sacrée, qui devait rester l'un des principaux sites religieux de la ville. Le lieu compte une vingtaine de temples et bâtiments, parmi lesquels le Kompon-dato, grande pagode à un niveau, reconstruite à la fin des années 1930, fraîchement repeinte tout de vermillon. Symbolique construction, elle figurait au centre du mandala en fleurs de lotus, formé par les 8 montagnes entourant Koyasan. Entre légendes et cultes, le Kompon-dato abrite en son intérieur le Déni Shinrei, Bouddha cosmique, entouré de 4 autres Bouddhas qui l'assistent. Le Kondo, pavillon principal qui accueille les principales cérémonies religieuses, fut édifié en 819 et également reconstruit pour la dernière fois dans les années 1930. Une statue du Yakushinrei, le Bouddha médecin, se dévoile lorsque le pavillon est ouvert. Parmi les autres merveilles, le Mido, temple des portraits, et autrefois réservé à la méditation de Kobodaishi, garde souvent porte close. Caché, un portrait du moine fondateur, sommeille au milieu de 10 autres œuvres de ses disciples. Le cimetière est le plus grand du Japon, et il contient quelques 200 000 tombes de toutes formes, tailles et époques. Il est situé à une altitude de 800 mètres, et est établi dans un bois de cryptoméria, cèdre centenaire. À proximité, se dressent 120 temples, ainsi qu'une université d'études religieuses.
À l'extrémité du cimetière, Kobodaishi demeure dans son mausolée, sa méditation se concentrant sur la libération de tous les êtres. Au fil des siècles, de grandes personnalités ont voulu être inhumées dans ce lieu, car placer son urne funéraire sous sa protection, c'est avoir la garantie de renaître un jour au paradis. Ainsi, le cimetière est devenu de plus en plus populaire, et, compte tenu d'une certaine limite de concession, les prix des sépultures ont grimpé en flèche. Quelques tombes sont celles de seigneurs féodaux, comme les shoguns Ieyasu Tokugawa ou Hidetada Tokugawa. Beaucoup de personnalités politiques ou de l'industrie ont également leur sépulture dans le cimetière. Au cœur du cimetière, se trouve le temple des lanternes, le Torodo, où deux flammes brûlent sans interruption depuis un millier d'années. Aux alentours, beaucoup de temples se sont ouverts au tourisme et au pèlerinage, et fournissent logement dans leurs installations, des shukubo, et procurent le shinriri, repas bouddhiste végétarien.
川は流れてどこどこ行くの人も流れてどこどこ行くのそんな流れがつく頃には花としてSituée à quelques dizaines de kilomètres au sud de Kyoto, Nara est un endroit chargé d'histoire. Capitale du Japon de 710 à 789, la ville a été très influencée par le bouddhisme de par ses relations avec la Chine et la Corée. En plus de ses monuments exceptionnels, le parc de Nara attire les touristes du monde entier. D'une superficie de plus de 500 hectares, il est le refuge de quelques 1200 daims qui vivent en semi-liberté. Ces animaux sont en réalité des cercica, une espèce proche du daim mais légèrement plus petite. Les daims de Nara sont considérés comme des animaux sacrés, voire par certains comme des messagers divins, gardiens de la ville. Ils se concentrent principalement dans le parc, mais ils se promènent tout à fait normalement dans les environs, faisant leur petite vie sans se soucier des humains. Le Todeji est un important temple bouddhiste, situé au cœur de la ville de Nara. Ce célèbre temple installé non loin du parc de Nara, abrite une monumentale statue de Bouddha en bronze, dans le bâtiment des Butsu-den. Littéralement grand temple de l'Est, il fut commandé en 743 par l'empereur Shomu, lorsque Nara était la capitale impériale du pays. L'édifice fut achevé 8 ans plus tard. Il fut reconstruit plusieurs fois, sa forme actuelle étant fixée durant des restaurations de l'époque d'Edo, au XVIIe siècle. Le Butsu-den actuel reste encore aujourd'hui le plus grand bâtiment couvert en bois au monde. Avec ses 47 mètres de haut, ces immenses piliers de bois impressionnent dès la première découverte. L'immense statue de Bouddha est sans aucun doute la pièce majeure du Todeji. Il s'agit en effet du plus grand Bouddha assis en bronze du Japon. Haut de 15 mètres, il possède la coiffure la plus sophistiquée de l'archipel, faite de plus d'une centaine de boules de bronze. Reposant sur une fleur de lotus, il présente sa paume droite, réalisant ainsi le mudra, dit de l'absence de crainte, signifiant apaisement et protection. 2 effrayantes sculptures de bois se terrent à ses arrières, ainsi que de Bodhisattvas, disciples de Bouddha, en bois couvert d'or sont assis à ses côtés.
Le sanctuaire de Kasuga Taisha a été fondé en 768 par le clan le plus puissant de ce moment, la famille Fujiwara. Les divinités protectrices de la ville de Nara, de la prospérité de tout le peuple japonais et de la famille Fujiwara sont vénérées. Même aujourd'hui pour la paix et la prospérité du Japon, plus de 2200 prières et rituels ont lieu dans ce sanctuaire. Le sanctuaire de Kasuga Taisha possède 4 édifices principaux et 62 sanctuaires annexes. Depuis sa fondation, tous les 20 ans, tout le sanctuaire subit une grande restauration. La dernière a eu lieu entre 2015 et 2016, la 60e depuis sa fondation. La restauration a pour but de garder propre et frais l'endroit où les divinités shinto sont vénérées. La peinture rouge est refaite aussi. L'accès du sanctuaire est bordé de plusieurs lanternes en pierre, qui datent la plupart d'entre elles de plus de 300 ans. Autrefois, ces lanternes étaient allumées le soir pour montrer aux fidèles le chemin jusqu'au sanctuaire. À l'intérieur de l'édifice principal, les lanternes plus récentes, en bronze, sont exposées dans les couloirs. Ce sont également les donations des fidèles. Toutes les lanternes en bronze dans les couloirs, et les lanternes en pierre, sont allumées par les bougies 2 fois par an, lors du festival de Tokai, les 14 et 15 août, et le 3 février. Le sanctuaire Fushimi Inari a été fondé en 711, et il s'étend sur 870 hectares. Parcouru chaque année par des millions de touristes, le sentier de Torii vous permettra d'accéder à une magnifique forêt boisée. Le sommet culmine à 230 mètres de hauteur. Dédié à l'Inari, divinité protectrice des moissons et patronne des commerces, Fushimi Inari est le principal sanctuaire Inari du Japon. Il y a environ 10 000 torii disposés sur le mont Inari. L'endroit est très pittoresque car un grand nombre de torii sont disposés très près les uns des autres, formant un immense couloir. Tous les torii formant le chemin vers le sommet du mont Inari proviennent de donations faites par des entreprises, des hommes d'affaires ou des particuliers. Sur l'arrière de chacun, on peut lire qui est le généreux donateur, et quand le don a été fait.
même dans la même voiture. Dans la même voiture. 残された身は土にまみれるだけど信じてる私のこの歌がきっとあなた La gare de Kyoto est un immense bâtiment de verre, moderne et polyvalent. C'est un des emblèmes de la ville, et elle accueille, en plus des trains, des magasins, des restaurants, des hôtels, et même un jardin. 今日よりも明日明日がダメなら春を待って命の限り咲き誇りたい明日より Imaginé par l'architecte Hiroshi Hara, le bâtiment de la gare centrale de Kyoto est, après celle de Nagoya, le second plus grand du pays. Le bâtiment, très impressionnant de 238 000 m², fait 70 mètres de haut et comporte 15 étages. Son vaste atrium principal ne laisse pas indifférent, avec son plafond tout en verre et en acier. Le grand escalier, le décadent, commence au 4e étage. Une scène est installée, accueillant parfois des concerts ou des démonstrations de danse. L'escalier continue jusqu'au 15e étage, où est installé un surprenant jardin à ciel ouvert, le Sky Garden. 春を待って命の限り咲き誇りたい明日よりも明後日春がダメなら夏にだから海よ空 Construite en 1964, la tour de Kyoto est le seul endroit permettant d'appréhender l'urbanisme de la ville de Kyoto et la richesse de son patrimoine culturel en un seul regard. Elle mesure 131 mètres de haut et est construite en feuilles d'acier soudées entre elles pour lui donner une forme cylindrique. La tour de Kyoto offre un panorama à 360 degrés sur la ville, c'est en plan contrebas et parfois même par temps clair jusqu'à Osaka. Le Kinkakuji, pavillon d'or, est loin de la sobriété habituelle de l'architecture bouddhique. Ses parois recouvertes de feuilles d'or se reflètent à la perfection sur l'étang qui l'entoure, ce qui rend le lieu particulièrement photogénique en toute saison. Le pavillon regroupe 3 types d'architecture. Le rez-de-chaussée suit le style des palais de l'époque Heian, 794 185, le premier étage celui des maisons des samouraïs, enfin le second étage respecte le style des temples zen. Il est malheureusement impossible de rentrer dans le pavillon, qui cache ses nombreux secrets au commun des mortels. Le bâtiment abrite en effet des reliques du Bouddha.
s'ouvre ensuite un jardin qui vous immerge au cœur d'une miniaturisation du paradis du Bouddha, Amida, étangs, bosquets de forêts denses, jardins de mousse, rochers, les paysages sont nombreux dans ce jardin qui monte et qui descend. La visite peut se terminer dans la maison de thé se trouvant au bout du parcours, où il est possible de déguster un thé vert tout en profitant de la vue, ou bien en faisant un vœu devant l'autel dédié à la divinité Fudo-Myō, l'immuable qui protège des puissances hostiles. Ouais, je sais ce qu'on va faire. En plein centre-ville de Kyoto, se trouve le marché Nishiki, un marché couvert, d'environ 400 mètres de long, fondé à cet endroit, il y a à peu près 400 ans, à l'air Edo. C'est un foisonnement de commerce alimentaire, où on y trouve 150 magasins et étalages, aux odeurs délicieuses, avec des aliments colorés, beaux et frais, des poissons emballés de façon individuelle, de la viande, des aliments déshydratés, des légumes. À côté de ces échoppes, il y a quelques boutiques de thé, un marchand de kimono, Aritsugu, le plus célèbre coutelier du monde, quelques magasins d'artisanat, d'objets traditionnels mais aussi quelques restaurants proposant chacun une spécialité, sushi, cuisine de Kyoto, ou udon. C'est bon. Tout à l'heure. Prendre que j'ai déjà fait à la liste. Le Kiyomizu-dera fait référence à un complexe de temples bouddhistes et shintoïstes, à l'est de Kyoto, qui est l'un des endroits les plus célèbres de la ville. Il fut construit en 780 et rebâti en 1633, après les dégâts causés par un incendie.
Le temple tient son nom de la chute d'eau, qui se trouve à l'intérieur de son enceinte, eau provenant des collines environnantes, Kiyomizu signifiant eau pure. Le bâtiment principal du Kiyomizu-dera est célèbre pour sa plateforme, soutenue par des centaines de piliers, à flanc de collines, et qui donne une très belle vue de Kyoto. La porte de l'ouest dissimule une belle pagode à 3 étages, surmontée d'une flèche de métal forgé. Le premier bâtiment, le hall Zuigudo, propose une expérience des plus étranges, qui plonge dans l'état d'esprit spirituel nécessaire pour aborder les mystères du temple. En contrebas des différents bâtiments, se trouve la chute d'eau Tohanotaki, d'où 3 canaux plongent dans une mare. Les visiteurs du temple boivent de cette eau, qui aurait des propriétés thérapeutiques, dans des coupelles en fer. Il est dit que boire de l'eau des 3 canaux confère santé, longévité, et succès dans les études. Le nom des rues signifie littéralement la pente des 2 ans, Ninanzaka, et la pente des 3 ans, Sananzaka. La légende dit que si vous tombez dans une de ces ruelles, vous allez mourir dans 2 ans, ou 3 ans suivant la rue. Ces rues bénéficient d'un statut de protection pour conserver les bâtiments de style traditionnel. Durant l'été, les femmes se parent de magnifiques yukata colorés. Il y a plusieurs magasins qui en louent pour la journée. Gion est l'un des quartiers historiques de Kyoto. Ce district traditionnel s'avère aujourd'hui très apprécié des touristes, car on peut y croiser des jiko, autres noms des jisha, et maiko, apprentis jisha, à la nuit tombée. En journée, on apprécie l'architecture japonaise typique des anciennes maisons de ville, qui s'alignent le long des rues du quartier. Très typique et reposant, le quartier cache de nombreuses machiya, maisons citadines de style traditionnel, qui se transforment souvent en commerce, où il est parfois difficile de pénétrer sans invitation, ou sans un budget conséquent. On reconnaît d'ailleurs l'emblème de Gion sur toutes les lanternes accrochées à l'entrée des maisons. La rue Hanami-Koji est la plus connue et la plus emblématique. Située au cœur du quartier,
Entre Shijo et le théâtre de Gion, elle concentre sur 1 kilomètre une architecture traditionnelle la plus typique, et arbore ainsi de nombreux restaurants et boutiques haut de gamme. Elle est réputée pour être le lieu de rendez-vous, à la nuit tombée, d'Ejiko et Maiko de Gion, qui arpentent pendant quelques instants à pied la rue, allant de leur lieu de vie baptisé Okiya, à l'une des maisons de Teoshiya, afin d'y effectuer leurs prestations privées. Shirakawa se caractérise par sa somptueuse balade le long du canal, avec ses restaurants dont les salles donnent directement sur la rivière, et que l'on rejoint en franchissant de charmants petits ponts. Nikon est l'un des 5 seuls châteaux du Japon, dont le donjon principal est d'époque et classé trésor national. Avec sa vue magnifique sur le lac Biwa, le plus grand lac du Japon, le château de Nikon est pratiquement resté inchangé depuis sa construction. Il a fallu 20 ans pour l'achever, mais le château a tenu pendant 400 ans sans subir de dommages importants. De 1622 jusqu'à la fin de l'ère féodale en 1867, il servit de résidence à la famille, une famille de seigneurs féodaux. Les éléments de construction ont été conçus pour faciliter la défense du château. Il s'agit notamment d'une rampe en spirale, menant à l'entrée, qui faisait des assaillants des cibles faciles,
ainsi que des ouvertures, astucieusement dissimulées dans les murs, pour permettre aux archers de tirer leurs flèches. Une cloche qui résonne dans le parc du château, toutes les heures de la journée, a été classée parmi les 100 paysages sonores les plus impressionnants du Japon. Le jardin Jean-Kilian est un jardin paysager japonais, avec un étang central et un sentier pédestre circulaire. Il a été construit sur le terrain du château de Ikon en 1677, par le seigneur local, pour le divertissement de ses invités et de sa famille. Il y a 4 petites îles dispersées à travers l'étang, reliées par des ponts. Le donjon principal du château d'Ikon se dresse sur la colline derrière le jardin. On aperçoit un groupe de bâtiments en bois, à côté de l'étang. Autrefois, ils servaient à divertir les invités du seigneur. Aujourd'hui, ils peuvent être utilisés par les touristes pour boire une tasse de thé. Le terme japonais washi, de wa, japonais eshi, papier, désigne l'ensemble des papiers traditionnels, fabriqués à partir de longs morceaux d'écorce, provenant principalement du kozo, mûrier. Il existe une multitude de papiers, aux textures, au grammage et aux tailles différentes. Les départements de Fukui, de Mino et de Setema sont particulièrement réputés pour leur production de washi. Le washi fait partie intégrante de la culture japonaise, et ses utilisations sont très variées. Il est aussi bien utilisé dans le domaine des arts, de l'architecture, que des loisirs créatifs, dans des lieux sacrés type sanctuaires et temples, ou encore durant les fêtes traditionnelles.
Il est le fruit d'un long processus de fabrication, qui respecte une méthode traditionnelle japonaise. Il est généralement fabriqué durant la période hivernale, au moment où le mûrier perd ses feuilles, et où l'air se fait plus sec. C'est malheureusement une forme d'artisanat qui se perd progressivement, car elle attire peu les nouvelles générations. 終了にはなく旅する時の流れに身を任せ Grâce à ses longues fibres entrelacées, ce papier est à la fois très souple et résistant. Il s'apparente, sous certains aspects, à du papier non tissé. Il ne se déchire pas facilement, et n'a pas de sens particulier de trame, ce qui en fait un papier idéal pour le cartonnage ou la reliure. だからお願いそばに置いてね今はあなたしか愛せないでこの町では紙はつきませんが紙を売る方です。 Alors cette ville ne fait pas... Le centre-ville traditionnel de Mino nous plonge tout droit dans l'air et d'eau, grâce à ses nombreux bâtiments historiques importants. On se promène le long des rues, afin d'observer l'architecture ancienne, et les murs ignifugés, udatsu, qui avaient une double utilisation. En effet, ils servaient d'une part à empêcher qu'un incendie ne se propage d'une habitation en bois à une autre. D'autre part, les udatsu étaient également un signe de richesse extérieure, signe de la prospérité des commerçants ou des familles aisées de la ville. Ce bâtiment appartenait à des commerçants de papier très prospères dans la ville. Le jardin offre une belle surprise, un suikankutsu, inscrit parmi les 100 paysages sonores au Japon. Le suikankutsu est un ornement sonore et de décoration que l'on retrouve dans des jardins nippons et dont le son de l'eau qui s'écoule rappelle la mélodie du koto.
情越倦，我的爱越倦，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几深。 Shirakawa-go est un ensemble de villages historiques japonais, situés dans la vallée de Shokawa, au nord de la préfecture de Gifu, dans la partie centrale de Honshu. Les maisons traditionnelles aux toits pentus de chaume représentent l'attraction principale de cette zone. 已经感动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱。 Entourée de montagnes, de rizières et de forêts, Samos accessible uniquement par la route sont célèbres pour leur architecture. Ces habitations de style typique séculaire, aux toits de chaume très inclinés, sont capables de supporter les habituelles fortes neiges hivernales. Dans ces maisons historiques, les familles entières vivaient sur plusieurs niveaux, chauffées par des foyers placés au centre du rez-de-chaussée, aussi bien pour diffuser la chaleur que pour minimiser les risques d'incendie. Au dernier étage, sous les combles, on élevait des verres à soie. La paille couvrante doit être changée environ tous les 20 ans. 你问我爱你有多深，我爱你有几分。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。 Chaque maison est un chef-d'œuvre de menuiserie. Elles sont construites sans clous, chaque poutre s'emboîte parfaitement dans la suivante. Bâties dans les années 1800, leur structure est si solide que rien ne les a jamais détruites, même les tremblements de terre, très fréquents dans le pays.
Cette maison-musée, à l'architecture traditionnelle Gashozukuri, date de l'an 1800. On y découvre des objets appartenant à la famille Wada, qui habite cette demeure depuis plus de 2 siècles. Les membres de cette famille étaient à l'époque des fonctionnaires au poste de garde. C'est la plus grande maison de ce style de Shirakawa-go. La maison principale, l'entrepôt et la dépendance ont été désignés comme biens culturels importants. Ses jardins et son cours d'eau environnant ajoutent une touche poétique à la visite. Takeyama, en japonais, signifie littéralement haute montagne. La ville porte bien son nom, car elle est entourée de hauts sommets. Les monts qui entourent la ville culminent à près de 3000 mètres. Ces sommets des Alpes japonaises sont appelés les monts Ida. Le quartier Sanbashi-suji est à l'origine du surnom donné à la ville, à savoir la Petite Kyoto en français. C'est dans ce quartier que l'on retrouve de nombreuses maisons traditionnelles et historiques. Des maisons en bois, des petites échoppes, des fleurs. Le quartier historique de Takeyama date de la période Edo, et se balader dans les rues de ce quartier correspond parfaitement avec le cliché que l'on peut avoir d'un Japon traditionnel. Le quartier s'articule autour de 3 rues principales. Certaines portions de rues sont occupées par de nombreuses boutiques, alors que d'autres sont plus calmes, plus résidentielles. On trouve également plusieurs brasseries de saké dans le quartier. On peut les repérer avec la grosse boule accrochée en façade. La maison Kusakabe a appartenu à une riche famille de marchands qui, entre autres, fournissait les shoguns qui dirigèrent le Japon de 1603 à 1868. Si la demeure fut ravagée par un incendie en 1875, elle fut reconstruite à l'identique de 1879. Bâtie par Jizuke Kawashiri, un célèbre ouvrier sur bois de l'époque, elle est composée de 2 étages, avec des murs à pignons, des toits à gradins et un hall à double hauteur. Le tout est soutenu par des poutres et poteaux robustes, surmontés par des toits légèrement inclinés, typiques des architectures des zones montagneuses et enneigées du Japon. Lorsque l'on pénètre dans cette même maison, transformée en musée, le regard est immédiatement accroché par l'énorme poutre en pin rouge japonais, de 13 mètres de long qui soutient le plafond. La visite se poursuit ensuite dans différentes pièces, comme la cuisine ou l'hôtel bouddhiste. Par ailleurs, le musée des arts populaires renferme également une collection de brasero, ainsi que 5000 céramiques d'Ida, en exposition permanente.
de Shizuoka abrite 40% des plantations de thé du Japon. Poussant sur les flancs des montagnes, dans les collines et vallées de la région, le thé influence le mode de vie, la culture, et certainement aussi la santé des locaux. Une fois leur pousse commencée, les feuilles grossissent vite. Le savoir-faire du cultivateur est donc important pour savoir quand récolter, afin de maximiser saveur et qualité. L'usine produit en une journée jusqu'à 5 tonnes de thé, à partir de 25 tonnes de feuilles fraîches. Tout au long du processus, le personnel de l'usine vérifie et ajuste le traitement, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Les feuilles fraîches sont cuites à la vapeur pendant quelques secondes, puis sont roulées pendant leur séchage. L'ensemble du processus prend exactement 5 heures. Un traitement excessif entraînerait une oxydation, la perte de la couleur verte, et la production de thé rouge. Yaesu est une ville située au bord de la baie de Suruga. C'est l'un des plus importants ports de pêche du Japon. Le port de Yaesu brasse plus de 210 000 tonnes de poissons, ce qui le place en tête du classement japonais. Plus de 70 échoppes vendent des poissons d'une fraîcheur incomparable. Des stands proposent aussi des dégustations de sushi tout juste découpés. Les ryokans, auberges japonaises traditionnelles, sont l'illustration parfaite de l'omotenashi, ou l'art de l'hospitalité à la japonaise. Ce type d'hébergement aurait vu le jour au Japon au 8e siècle. On dit même qu'il s'agit du plus ancien type d'hôtel au monde. Les ryokans sont véritablement ancrés dans la tradition japonaise, et vous réservent, si vous y séjournez, une expérience culturelle mémorable. Quand, peut être tout aussi traditionnel que moderne, prendre la forme d'un grand hôtel ou d'une petite maison de campagne privée, être doté d'un encens, bain thermal, ou se trouver en pleine ville. Toutefois, cet hébergement japonais des plus typiques est caractérisé par un ensemble d'éléments communs. Un sol en tatami, des futons, des bains privés en extérieur, parfois, le yukata, kimono d'été, un dîner maison composé de plusieurs plats, et un petit déjeuner japonais traditionnel.
Les ryokans plus luxueux sont réputés pour leur architecture traditionnelle et la beauté de leur jardin. Lorsque vous séjournez dans un ryokan, vous êtes invité, à porter des sandales jetauzori, ainsi qu'un yukata pour flâner dans les jardins. Vous y trouverez des compositions de pierres ou de rochers, des points d'eau, des plantes et arbustes minutieusement disposés, et même parfois, un salon de thé japonais. だけど信じてる私のこの歌がきっとあなたにそっとあなたに届くはずだと昨日よりも今日より Avec ses 3776 mètres d'altitude, le mont Fuji est le pic le plus élevé du Japon, et le résultat d'une activité volcanique qui a commencé il y a environ 100 000 ans. Aujourd'hui, le mont Fuji et ses alentours sont une destination de loisirs populaire, pour la randonnée, le camping et la détente. C'est l'un des symboles les plus emblématiques du Japon. Les voyageurs du monde entier se rendent en masse dans les préfectures de Shizuoka et Yamanashi pour apercevoir cette montagne impressionnante. Pour les Japonais, le mont Fuji est depuis longtemps un site d'importance spirituelle et une source d'inspiration artistique. Le paysage très singulier de la vallée d'Owakudani a été créé suite à la dernière éruption du mont Hakone, il y a de cela environ 3000 ans. Situé autour du cratère de ce volcan, Owakudani est une zone volcanique active, où l'on peut trouver et admirer des sources et des rivières chaudes, d'où émanent d'impressionnantes vapeurs sulfureuses. Ce sont 16 éruptions de soufre, avec une odeur prenante, qui font sa renommée. On y profite d'une vue imprenable sur le mont Fuji. 夏にがかる海よ空よこのささやかな願い叶いますように Les œufs noirs, les kuro tamago, sont cuits dans les sources chaudes de la vallée volcanique. Cette couleur particulière qui fait la renommée de ces œufs durs est due au fait que les coquilles sont noircies par le soufre des sources de Wakudani lors de la cuisson. Une légende locale dit que manger ces œufs noirs prolongerait la vie de 7 ans. Le temple Kotokuin est un temple bouddhiste situé à Kamakura. Le temple est connu pour son grand Bouddha, une monumentale statue en bronze d'Amitabha Bouddha, qui est l'une des plus célèbres icônes du Japon. La statue fait environ 13,35 m de haut en incluant la base, et pèse environ 93 tonnes. La statue est creuse et l'on peut visiter l'intérieur.
Avant l'installation du Bouddha en bronze, il se trouvait ici un Bouddha géant en bois, achevé en 1243. On ne connaît pas la date exacte de la création de la statue du Bouddha en bronze, mais elle date probablement de 1252. À une époque, la statue était dorée. Il y a encore des traces d'or près des oreilles. Le bâtiment qui abritait la statue a été détruit dans une tempête en 1334 et a été reconstruit après. Le dernier bâtiment abritant la statue a été emporté par un tsunami le 20 septembre 1498. Depuis, le grand Bouddha est resté à l'air libre. Le sanctuaire Tsurugaoka Hashimangu a été fondé il y a plus de 800 ans, par le chef du clan Minamoto, Yoriyoshi, pour remercier les dieux de lui avoir permis de gagner la bataille. Il est consacré à Hashiman, le saint patron des samouraïs. Son descendant, Yoritomo, a déplacé le sanctuaire à son emplacement actuel en 1180, quand il a fait de Kamakura la capitale du Japon, de l'an 1192 à 1333. Ce sanctuaire est aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'âme de la ville. On y entre par de nombreux et massifs torii, portails rouges Shinto, qui s'étendent jusqu'au centre de Kamakura. Les jardins à côté de l'étang Minamoto sont dignes d'être visités toute l'année. Oh, pardon. Excuse-moi.
La construction du métro de Tokyo a commencé en 1925, et la première ligne a ouvert ses portes en 1927, à Asakusa et à Uno. Le réseau du métro de Tokyo possède actuellement 13 lignes. Il transporte plus de 8 millions de Tokyoï par jour. Il est géré par 2 compagnies indépendantes, le métro de Tokyo et Toei. C'est le moyen le plus rapide de se déplacer dans la ville et ses environs. La ponctualité et la fréquence des trains est un modèle pour le reste du monde. 'Shibuya' est sans doute le quartier le plus fascinant et le plus bouillonnant de Tokyo. Quartier branché par excellence, emblème du shopping à la tokyoïte, éminent centre économique, Shibuya est une véritable icône de la capitale japonaise et un incontournable du Japon. Shibuya, c'est cet immense passage piéton envahi par la foule, les magasins de mode par centaines, les enseignes lumineuses et écrans géants, l'ambiance jeune et délurée, et la musique partout dans les rues. Tout commence par l'arrivée depuis l'immense gare de Shibuya, d'où les curieux peuvent profiter d'une fascinante vue sur le crossing, qui met en scène une chorégraphie rythmée à la seconde par des feux tricolores. Là, se croisent des milliers de passants, sous la lumière d'écrans géants, et devant des automobiles sagement alignées jusqu'à leur top départ. La statue du célèbre chien, Hachiko, est située au pied de la gare. L'animal venait chercher son maître, un professeur de l'université de Tokyo, qui rentrait chez lui chaque soir par le train. Fidèle et ponctuel, il a attendu pendant des années l'homme qui, décédé, ne revenait plus. Les habitants du quartier, émus, ont décidé de rendre hommage à ce cher compagnon. Ils firent ériger une pièce en bronze à son honneur. L'intégralité du quartier abrite des magasins de tout type, prêt-à-porter, maroquinerie, chaussures, lunetterie, déco, boutiques de souvenirs. Les loisirs ne sont pas en reste, c'est le quartier des bars, boîtes de nuit et salles de concert, concentrés à l'ouest de la gare, non loin des petites rues, qui abritent des dizaines de lave-hôtels. Ce carrefour de Shibuya fut maintes et maintes fois filmé au cinéma, jusqu'à devenir une véritable image d'Épinal du Japon. Il est ainsi fréquemment comparé à Times Square, à New York. Situé au cœur de Tokyo, dans une zone boisée de plus de 100 000 arbres,
Meiji Jingu est l'un des sanctuaires les plus célèbres du Japon, et est dédié à l'empereur Meiji, 1852-1912, sous le règne duquel le Japon est devenu un État moderne, et à l'impératrice Shokugun. Les deux portes, torii, à l'entrée du sanctuaire, mesurent 40 pieds de haut. Lorsque vous passez en dessous, vous entrez symboliquement dans un lieu sacré. Le long chemin menant au bâtiment du sanctuaire est bordé de grands cèdres. Le parc, qui entoure le sanctuaire Meiji Jingu, est une forêt de quelques 120 000 arbres, de 365 espèces différentes. Les arbres ont été apportés de tout le Japon, et maintenant, la forêt est un refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Le sanctuaire Meiji est également un lieu très prisé des riches japonais, pour célébrer un mariage traditionnel de style shintoïste. Il y a quelques souvenirs originaux disponibles à Meiji Jingu, dont de courts poèmes de 31 syllabes, écrits par l'empereur et l'impératrice, appelés waka. Takeshita Dori, le cœur de la mode japonaise excentrique, est la rue déjantée d'Harajuku, full bigarré, costumé, grimé, aux cheveux colorés, boutique vintage, avant-gardiste ou de cosplay, vitrine de la jeunesse japonaise, anticonformiste et tendance, la rue Takeshita est devenue incontournable lors d'une visite de Tokyo. C'est une rue piétonne de 400 mètres de long, emblématique depuis les années 90. Takeshita Dori signifie « l'avenue sous les bambous », bien que l'on y trouve surtout des boutiques. Le choix est éclectique. Des vêtements gothiques, rock, hip-hop, visual kei ou rétro-punk, en passant par les incontournables uniformes scolaires, c'est le paradis du cosplay, déguisement. Les jeunes japonais aiment s'y promener en tenue excentrique et chercher les accessoires les plus fous. On y croise des jeunes filles en tenue kawaii, toutes de rose vêtues, qui cherchent à renouveler leur garde-robe, des lolitas, des décoras, des gothiques et des punks, des jeunes hommes déguisés en jeunes filles et vice-versa, des soubrettes et des mariés, et bien d'autres personnages encore. Ici, l'extravagance est le maître mot.
Takeshita Dori est le paradis des pâtisseries et des sucreries, et tout particulièrement des crêpes façon Harajuku. Il s'agit de crêpes à emporter, servies en cône, comme des glaces, et garnies majoritairement de crème chantilly et de fruits. Une autre spécialité de Takeshita Dori, les chips et les frites kalbé, à goûter dans leur boutique. On peut manger sur place des chips ou des frites, tout juste sorties de la friteuse, recouvertes de nombreuses garnitures différentes, notamment du fromage mais aussi du chocolat. だらかのシャワーよ Équivalent des Champs-Élysées, l'avenue Omotesando est dédiée aux boutiques de luxe. Elle est véritablement synonyme d'élégance et de raffinement. Au bord de ces larges trottoirs, se succèdent les boutiques de marques de luxe les plus connues. Dior, Chanel, Louis Vuitton, Armani, Prada. À côté de ces marques occidentales, on trouve aussi des enseignes représentatives de la mode nippone, comme Miyakise, Yamamoto Yori, ou comme des garçons. L'avenue est aussi à voir rien que pour l'architecture de toutes ces boutiques, qui rivalisent d'originalité, et pour leurs vitrines colorées et lumineuses, aussi belles de jour que de nuit. Ryogoku désigne le quartier des Sumo, situé à l'est de la rivière Sumida à Tokyo. Il s'étend sur quelques rues autour de sa gare éponyme, et permet de visiter la Renkokujikan, ainsi que le musée d'Edo Tokyo. Sa spécialité culinaire est le shankonabe, une sorte de fondue très appréciée des fameux lutteurs. Kokujikan est la plus grande arène du pays, et le bâtiment emblématique de ce quartier. Elle accueille chaque année la compétition en janvier, mai et septembre. Il est alors possible d'assister en journée à des dizaines de combats de sumo.
Impérial est situé sur l'ancien site du château d'Edo, dans un grand parc entouré de douves et de murs de pierre massifs, dans le centre de Tokyo. C'est la résidence de la famille impériale du Japon. Le palais a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruit dans le même style par la suite. De Kokyogaon, la grande place en face du palais impérial, les visiteurs peuvent voir le Nijubashi, deux ponts qui forment une entrée au parc intérieur du palais. Ce n'est que le 2 janvier, et le jour d'anniversaire de l'empereur, que les visiteurs peuvent entrer dans le parc intérieur du palais et voir les membres de la famille impériale, qui font plusieurs apparitions publiques sur un balcon. Des visites guidées du parc du palais sont proposées le reste de l'année, même si on ne pénètre dans aucun des bâtiments. Akihabara est un quartier célèbre pour les fans de manga ou de jeux vidéo. Situé au nord-est de la ville, c'est l'endroit où se rencontrent les otaku, les inconditionnels de manga. C'est un endroit à ne pas manquer, on y trouve de tout, à tous les prix. Du neuf, de l'occasion, de la location, de la récupération, du pas cher, du très cher, et en tout cas beaucoup de choses étonnantes. Akihabara est composé d'une grande artère principale, sur laquelle vous retrouverez l'ensemble des grandes enseignes, des magasins d'électronique, de cosplay et manga, ainsi que de nombreux mets cafés. Mais le charme d'Akihabara, c'est aussi ces petites ruelles remplies de petites boutiques, vendant des accessoires électroniques en tout genre. Akihabara reste un endroit incontournable de Tokyo, pour ceux qui veulent ressentir la ville. Son architecture est futuriste, avec ses énormes buildings illuminés, et son atmosphère survoltée. On ne peut pas manquer les affiches géantes qui tapissent les murs des immeubles, et qui représentent presque tous des personnages de manga. Encore une spécialité d'Akihabara, tous les 50 mètres, de jeunes filles déguisées en servantes, mais proposent aux passants d'entrer dans leur café. Les mets cafés sont plus chers que les cafés normaux, car on paie en fonction du temps que l'on reste. Mais ils offrent une expérience très décalée. Les mets sont à vos petits soins, et vous entraînent à faire des petits jeux kawaii, ridicules mais amusants.